Je crois que savoir parler efficacement, ça devrait être d'utilité publique. C'est vrai que grâce à ça, en fait, on peut se faire entendre dans plein de domaines différents, comme la sphère familiale, dans le couple, dans les démarches de la vie courante, dans son travail, dans ses discours politiques. Alors bonjour, je me présente. Je m'appelle Magali Barclay et je suis de la société Chrysalide CFC, pour conseil, formation, communication. Ce que je fais, c'est que j'aide les structures à booster leur évolution au travers de 3 choses. Tout d'abord du conseil en stratégie de communication, des formations dans ce domaine-là et aussi le pilotage du plan d'action. Alors je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Parler et être écouté. Je suis ravie d'animer ce podcast. Je voudrais faire avec vous un voyage hebdomadaire pendant lequel on recevra des spécialistes du domaine. Nous échangerons aussi sur des sujets pour éveiller les consciences, notamment sur le lien entre une prise de parole efficace et le développement personnel. Alors vous êtes prêts ? On y va ? Je vous emmène avec moi ? Allez, c'est parti ! Alors bonjour et bienvenue sur Parler et être écouté. Donc je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Paul Pironnet qui est à la tête de PPI Institut. Alors PPI Institut, en général je fais le lien avec la personne que j'interviewe et là j'ai la chance de faire sa formation. Je viens tout juste de finir les 2 premières étapes de la formation en PNL pour la programmation neurolinguistique. J'ai fait les bases, les techs et puis je ferai certainement la suite l'année prochaine. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'interviewer Paul Pironnet ? Déjà parce que j'ai fait la formation, parce que pour la prise de parole en public, qui est notre sujet, la PNL, je pense que c'est très important et on va parler de ça. On a parlé de plusieurs sujets, mais pas celui-ci. Alors la PNL, en quelques mots, Paul va nous en parler mieux que moi, mais ce que j'ai vu en tout cas, de ces 9 jours passés à t'écouter, passés en formation, c'est la connaissance du fonctionnement de l'humain. On parle beaucoup de communication justement, on parle de se débarrasser des freins internes ancrés, engrammés à l'intérieur de soi, qui peuvent nous empêcher justement d'atteindre, de bien parler ou de s'exprimer en public. On parle aussi de redéfinir du positif. On a un objectif, on veut aller quelque part et on veut mettre tout ce qui est en notre capacité pour y arriver. Tu parles souvent du cheval, de notre inconscient. Et donc là, on libère notre cheval de tout ce qui a pu l'empêcher d'aller là où il devait aller. Et le sujet qui m'a beaucoup parlé, c'est la communication positive, puisqu'à un moment, tu as parlé de ton enfance. Et voilà, donc je te laisse maintenant la parole, Paul. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis nous parler après de cette fameuse communication positive ? Alors d'abord, un grand merci pour ce temps que tu prends justement à faire ce podcast avec moi. Je suis très honoré. Avec grand Puis plaisir. merci à ceux qui nous écoutent. Donc ta première question, c'est qui suis-je en fait en gros. Oui, voilà. Alors moi, je suis animé très fortement de développement humain depuis plus de 35 ans, très connu autour de la PNL, mais je n'ai pas que des formations en PNL. Je me suis intéressé au corps physique, au corps énergétique. J'ai fait beaucoup de choses sur le plan énergétique, émotionnel bien sûr. Mhm. Et puis la PNL est arrivée après la sophro, la gestalt, l'analyse fractionnelle, tout ça. Et ce que j'ai aimé dans la PNL, c'est la mise en avant du potentiel humain, très orienté sur des solutions. Voilà, on va en parler un petit peu. Oui. Voilà, donc moi, je suis un être qui est passionné par le développement humain. Mhm. Et effectivement, mes premières racines, peut-être, sont un peu particulières, puisque je suis né en communauté. Et dans le cadre de ces communautés, il y a 2 choses qui m'ont marqué. La première, c'est cette ouverture à la différence. Et on parle de communication. On va voir à quel point la communication, elle peut être évidemment un levier extrêmement important pour ça. Oui. Et puis la deuxième, c'est le fait d'être au contact aussi de personnes qui ont fait des choix de vie importants et qui, pour le coup, mènent une vie qui soit vraiment en phase en fait, avec leurs aspirations. Donc, c'est 2 choses qui ont beaucoup marqué mon enfance, ça. Oui. Cette notion d'ouverture à la différence. Et on va voir que la communication, c'est pas toujours évident. Moi, j'ai le souvenir d'enfants, de gens qui, quand ils étaient en conflit, ils pouvaient jeûner plusieurs jours. En fait, quand je vois les outils qu'on a aujourd'hui pour améliorer la communication, il y a quand même beaucoup plus aisé en Oui, fait, tout à pour fait. établir une bonne communication. Mais je me suis aussi rendu compte que suffisait pas d'aimer les gens et d'avoir envie de bien communiquer pour que ce soit finalement facile. D'accord. Encore faut-il avoir de la technique. Aimer ne suffit pas pour avoir une bonne relation. Encore faut-il avoir de la technique, à la fois d'être conscient un peu plus précisément en fait de ce qui se passe à l'intérieur de nous, parce que tu parlais tout à l'heure du cheval, du cavalier et du cheval dans l'introduction. Le cavalier, c'est la partie consciente, celle qui est un peu plus
en recherche d'amélioration dans sa vie. J'ai envie d'avoir de bonnes relations avec mes enfants, avec mon conjoint, avec mes amis. Donc ça, on pourrait dire que c'est une aspiration que tout le monde a. Maintenant, c'est pas toujours facile parce que quand on est confronté à des frustrations, des situations qui se répètent, des enfants qui n'écoutent pas, ben, on voit combien le facteur émotionnel entraîne évidemment des réactions, voilà, qu'on souhaiterait pas en fait au départ, mais qui vont s'instaurer. Et là, c'est intéressant de comprendre comment ce fameux cheval, cavalier et cheval, vont coopérer ou non ensemble. Et surtout de découvrir à quel point le monde est différent pour le cavalier, c'est-à-dire la partie de moi consciente qui a envie de s'élever, et puis la partie plus émotionnelle qui est en arrière-plan et qui interfère énormément sur nos réactions verbales et non verbales qui, elles, impactent dans notre relation. Alors Donc, c'est vrai, excuse-moi, je ne veux pas te couper, mais quand tu dis ça, c'est vrai que c'est comme s'il y avait un peu une schizophrénie. oui, Parce que du coup, tu vois, on a fait un exercice avec toi sur les valeurs que j'avais déjà fait avant. oui. Et c'est vrai que j'étais étonnée de voir que je l'avais fait consciemment, donc avec ma tête, avec le cavalier. Et quand on l'a fait donc avec le cheval, cette fois-ci, bah, il y a vraiment des choses qui ont Oui. bougé. Donc Alors, est-ce qu'on est pour bien schizophrène? éclairer ceux qui nous Est-ce qu'on écoutent, est deux? Est-ce qu'on est... si on regarde un peu plus dans la PNL, les effets hypnotiques qu'on peut retrouver dans la schizophrénie, mais qui est là pour le coup un dérèglement, puisque je passe d'une personnalité à l'autre, je me perds un petit peu. Là, pour le coup, je prends conscience que je ne suis pas fait que d'une facette. Il y a des moments, par exemple, je suis en une relation de couple, par exemple, il y a des moments où je suis juste porté par le désir d'être avec l'autre, le plaisir. Ah bah tiens, est-ce que tu as envie qu'on aille au ciné? J'aimerais bien faire ça. Et puis il y a des moments où on est, au contraire, plus dans des fonctions de responsabilité. Ah, il faut que les enfants mangent de tout, il faut qu'ils soient à l'heure, il faut que les devoirs soient faits, etc. Donc on touche là des polarités. Il y a des moments où on a envie d'aider l'autre, il y a des moments où on a besoin de le recadrer. Donc tout ça, ça donne tout un ensemble de facettes de la personnalité. Tout à fait. Et en fait, se reconnaître justement dans l'ensemble de ces facettes, c'est une voie royale en fait pour adapter sa communication. Parce qu'on ne communique pas tous les jours de la même façon et pas forcément des mêmes parties de nous-mêmes. Donc ça, c'est très intéressant parce que quand on défriche un petit peu ce monde intérieur, eh bien, on s'aperçoit en fait de l'immense richesse de ces différentes polarités et de la capacité à adapter les bonnes polarités en fonction des situations. Quand je suis en relation avec mon conjoint, en intimité, je n'ai pas la même relation que si je suis parent ou entre amis, ou parce que tout d'un coup je passe dans un mode plus d'éducateur. Voilà. Donc tous ces rôles, en fait, nous entraînent dans des modalités de communication qui sont différentes. Tout à fait. Malheureusement, on n'a pas beaucoup appris à l'école à faire ça. Alors Paul, pour en revenir sur la prise de parole en public, pour éclairer nos auditeurs, si par exemple j'ai quelqu'un qui doit prendre la parole, je ne sais pas, en réunion de travail, et comme une cliente que j'accompagne qui est complètement bloquée et qui a son mental qui lui dit mais non, c'est pas possible, j'arrive pas, et son inconscient qui lui susurre des mots qui l'empêche d'aller là où elle veut. Comment est-ce qu'on peut Alors, première chose, c'est aiguiller ce que tu viens de intéressant dire? pour reprendre les modalités. Voilà. Par exemple, de lui demander est-ce qu'elle a envie? Alors, elle a très envie. Elle a très envie. Donc Elle ça, c'est travaille important. vraiment dessus, mais Parce que elle entre le bloque. désir, avoir envie et je dois le faire parce que je dois le faire, Oui. déjà, c'est pas la même Alors, modalité. tu as raison. Il y a beaucoup de je dois dans son Je dois, vocabulaire il faut. et c'est son éducation. Il y a Donc c'est beaucoup là de je où dois, il nous, faut. on va, première chose, dire, tiens, quand tu dis je dois, est-ce que tu as envie? Voilà. Et une fois que tu as envie, pourquoi? Et très souvent, derrière, on va aller découvrir un système de valeurs. Tu en parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qui est important pour toi ou à l'égard des personnes pour lesquelles tu as envie de communiquer? Deuxième chose, est-ce que tu sens que tu en as les moyens? Et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore suffisamment expérimenté ça. Donc c'est important que tu saches que la partie plus émotionnelle, entre guillemets celle qu'on a appelée le cheval, préconsciente et inconsciente, elle est d'abord insécurisée parce qu'elle ne connaît pas. Donc voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a dans ta tête des propos que tu te tiens qui, à l'origine d'ailleurs, viennent pas forcément de toi, mais qui sont un peu dévalorisants. Et c'est pas très conscient, ça. C'est la petite voix intérieure qui dit, oulala, qu'est-ce que les autres vont penser si jamais je commence à dire des bêtises. Voilà. Donc il y a toute une interaction en préconscience qui va soit mobiliser la personne à le faire, soit au contraire la réduire dans son incapacité. Et malheureusement, il y a des automatismes qui vont se créer. Et c'est ce qu'on découvre dans le développement, je vais dire très largement développement personnel, mais à travers la communication. Et donc, quelqu'un qui est un petit peu entraîné va pouvoir écouter cette personne, ce que tu es en train d'apprendre à faire ici. Est-ce que tu as envie? Est-ce que tu en sens les moyens? Et en quoi c'est important pour toi? C'est quoi qu'est-ce qui te porte en fait dans l'expérience? Ça, c'est déjà pour clarifier. Ensuite, une fois qu'on va l'aider à faire face à la situation, on va simplement lui dire, tiens, quand tu y penses, qu'est-ce qui te vient? Et en général, la représentation qu'elle a
est cohérente avec le sentiment dans lequel elle est. Mm. Et on va voir que c'est alimenté en fait par une modalité de communication très souvent un peu dévalorisante, mais qui n'est Tout pas à forcément fait. consciente. Oui. Et puis enfin, après tu connais la PNL, Voilà, nous c'est on ça. va directement orienter sur, au fond, si ça se passait bien, Mm. ça se passerait comment, Mm. et pas comment intellectuellement, comment, et à la fois dans la vision que tu as de toi, dans ta Mm. posture, dans ton interaction, dans ton ton de voix, dans Mm. l'énergie que tu dégages. Et puis enfin, qu'est-ce que ça nourrit comme valeur? Imagine que tu réussisses comme ça. Qu'est-ce que tu sens au fond de toi que ça va nourrir? Si tu te mets à la place des personnes concernées, qu'est-ce qu'elles vont justement, en quoi elles vont être touchées positivement? Donc c'est comme ça que le système nerveux va, au fond, se faire une autre représentation pour dire les choses simplement. Et par conséquent, du coup, puisque nos représentations influencent nos réactions internes, qui par conséquent influencent nos comportements, et on va transformer un peu sa cartographie intérieure. Voilà, il faut savoir que une personne gère son avenir d'une manière générale Oui. en fonction de son passé. Et que le facteur émotionnel, il joue beaucoup, au-delà de toutes les habitudes qu'on prend. C'est un peu comme conduire une voiture et décider d'avancer en regardant dans le rétroviseur. Dans le rétroviseur. La partie consciente, elle peut évidemment avoir des ambitions de progresser, elle trouvera du sens, mais après, il faut que le cheval suive. Donc nous, on peut éduquer la partie consciente, mais prendre en compte aussi cette partie plus émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Écouter, reconnaître, valoriser. Enfin, bon, ça s'apprend, hein, tu vois. Oui, ça me fait vraiment penser à un miroir, ce que tu dis en fait. Absolument. On met un miroir à l'intérieur pour revoir un petit peu et tout le reste. Et du reste. coup, on va réorganiser le système pour faire en sorte que ça se passe bien. Et très vite, une personne qui est accompagnée correctement, en tout cas par une personne formée, parce que c'est des choses qui se font pas à l'intuition, c'est un vrai métier. Oui, il y a vraiment mais des que techniques. Ça s'acquiert assez rapidement, et c'est peut-être assez rapidement efficace. Et bon, tu as pu l'expérimenter toi dans les propres Tout formations. à fait, ça fonctionne. Voir d'ailleurs auprès des autres, et avec les comment autres aussi. des freins comme ça sont très vite sont transformés. Et puis après, il y a des nouvelles habitudes qui se créent, des nouveaux sentiments qui se construisent, des nouvelles attitudes aussi qui se renforcent et qui vont servir la personne, pas seulement quand elle va aller parler en public, mais dans son quotidien. Dans son quotidien en général, donc c'est encore plus vaste. Couple, ses enfants, sa famille. Moi, c'est ce qui m'anime le plus, c'est quand j'ai des retours comme ça de personnes qui étaient fortement en conflit avec leurs enfants, ou bref, et qui, arrêtant de remettre un peu la cause sur les autres, reprennent un peu leur responsabilité. Et pas pour se culpabiliser, mais pour intégrer des ressources qu'elles ont en elles, mais qu'en faut-il leur montrer. Donc c'est ça qui me passionne moi, dans la vie, c'est de permettre aux gens de se libérer à cause de ça. Et encore une fois, la communication, c'est chouette de faire un podcast là-dessus, parce que pour moi, la difficulté majeure d'un être humain en termes de développement, c'est le manque de communication. Alors, Paul, justement, pour rebondir là-dessus, j'aimerais bien qu'on parle de communication positive. Oui. Il y a un exercice qu'on a fait, constructive, communication positive, on parle des fois de communication non violente, la CNV, voilà, monsieur Marshall Rosenberg. J'aimerais bien qu'on parle de ça parce qu'il y a un exercice qu'on a fait qui m'a beaucoup marqué, où tu as mis un visuel. Oui. Et sur ce visuel, vous savez, voilà, donc c'est le genre de visuel où on peut voir deux images différentes. Absolument. Et là, dans la salle, c'était vraiment très, très, très marqué, puisque une certaine partie des gens voyaient une jeune femme et les autres voyaient une vieille femme. Donc là, c'était carrément l'opposé. Et tu as fait intervenir deux personnes qui ont vraiment communiqué, essayé de communiquer. Et on a bien vu que c'est là que rentrait tout à fait la confrontation, en fait. Parce qu'on se dit, mais non, tu vois pas ce que je vois. On avait juste avant expliqué l'écoute active. Voilà. Hein, on l'avait expliqué, tout le monde l'avait compris. Mais on voit que, mise en situation, en fait, les réflexes qui sont gérés par notre système émotionnel et nos habitudes prennent le dessus. Parce que c'est pour ça que je dis, il ne suffit pas d'avoir compris pour que ça marche. Il faut intégrer les choses à un niveau plus profond. Tu disais tout à l'heure au niveau, ce que j'appelle le cheval, c'est-à-dire la partie plus intérieure, plus émotionnelle. Et effectivement, la mise en avant, d'ailleurs, sert à ça, hein, c'est observer ce qui se joue et puis après donner des clés et du coup mesurer son impact. Alors, tu avais peut-être une question particulière Alors, est-ce qu'on peut donner peut-être aux personnes qui vont être là-dessus, parce qu'on est tous en réunion, où on se dit, mais non, moi, je ne vois pas la même chose que vous êtes en train de me parler de quelque chose que je ne vois pas du tout. Et donc, ces réunions, pour en avoir vécu plusieurs, elles partent un petit peu en pugilat, où on avait proposé quelque chose, et même si la présentation était vraiment très bien construite, avec des éléments qui étaient réfléchis, ça passe pas. Parce que ça n'a pas été présenté en prenant en compte l'œil. Alors, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors déjà, première chose, il faut comprendre comment notre cheval fonctionne. Parce que c'est pas un défaut d'être en conflit. C'est juste humain, en fait. Parce que nous fonctionnons comme ça. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut transformer ça. Le système nerveux
Il est d'abord là pour nous protéger. Et notre cheval, qui est notre partie préconsciente et inconsciente, plus émotionnelle, il y a deux choses qu'il apprécie. Ce qu'il connaît et ce qui lui fait plaisir. Si moi, j'ai regardé cette image avec des références qui me montrent qu'elle est plutôt jeune, quand toi, tu vas me remontrer une image semblable, mon cerveau, il va prendre les références qu'il a connues et il va les défendre. Et si en face, quelqu'un m'affirme le contraire, il y a deux positions qui vont jouer. Soit il y a des antécédents qui me font dire, de toute façon, en face, ils sont toujours là pour trois petits points, me dévaloriser, me critiquer, me machin, me truc. Donc là, on va rentrer dans une posture de fuite ou d'attaque. Soit on est curieux de la différence de l'autre. Pourquoi? Et ça, il faut l'avoir intégré. On se dit, bah, si quelqu'un défend un autre point de vue, c'est qu'il y a un autre point de vue à découvrir que moi, je n'ai pas découvert. Mais très souvent, quand on défend une idée, on ne défend pas une idée, on défend une expérience qu'on a vécue. Alors et ça, cette expérience, c'est important. et cette expérience, elle est réelle. Donc si moi, en face, je n'ai pas quelqu'un qui commence par me reconnaître sur ma propre réalité, quand tu me dis qu'une chose n'est pas vraie alors que moi, elle l'est, bah, je te dis, si, elle est vraie, tu veuilles ou non, c'est comme ça. Donc, le problème majeur, c'est qu'on va vite rentrer dans une relation de type mais si, mais non, mais si, mais non. Le fameux ping-pong ou le fameux match de tennis, quoi. C'est ce que j'appelle les joutes verbales. Donc une fois qu'on a compris ça, c'est juste humain, c'est normal. Après, si on veut sortir de ça, premier point déjà, c'est qu'est-ce qui se passe naturellement et qui est encore plus vrai quand on connaît bien la personne. Si c'est un enfant, si c'est un conjoint, si c'est quelqu'un qu'on connaît moins, on sera un peu plus attentif à la forme. Et si c'est quelqu'un qu'on connaît bien, surtout si en plus on a une autorité sur cette personne, parce qu'on est manager, parce qu'on est parent, parce que ceci, alors c'est le risque est encore plus grand. C'est pour ça qu'on a plus de conflits avec les gens avec qui... on a moins de conflits avec les gens parfois qui vivent sur le même palier qu'avec les gens avec qui on vit. Alors, quel est le réflexe? Premier réflexe, c'est quand j'ai une divergence de point de vue, je vais affirmer davantage ce que je dis, ce que je défends, puisque je le défends, puisque c'est ma vérité. Donc, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est d'affirmer. Le deuxième, c'est une mécanique neurologique, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle, nous, de la généralisation. C'est-à-dire que la réalité que j'ai connue, bah, à l'évidence, elle est toujours vraie. Et c'est vrai, puisque c'est ma réalité. Puisque c'est ma réalité, donc et trois, j'en vois pas quand je vais affirmer tout ça, et que je vais partir dans la généralisation, plus il y aura d'émotions, plus je vais dire des choses du type « Ah, mais de toute façon, toi, c'est toujours pareil, mais enfin, tout le monde sait ça, etc. » On va vite avoir des généralisations. Des généralisations, on oui, accuse en tout cas, l'autre. Des généralisations, parce que c'est comme ça que le cerveau fonctionne. D'accord. Et puis enfin, on va manifester, on ne s'en rend pas compte, mais on va manifester des comportements non-verbaux de rejet. Donc je vais regarder en l'air, je vais croiser les bras, enfin, je vais tout le non-verbal qui fait que... Donc, mets ces trois éléments en lien, et tu verras dans tous les conflits à ça. Affirmation, généralisation et manifestation non-verbale de rejet. Donc nous, qu'est-ce qu'on sait en termes de mécanique relationnelle? C'est que si on inverse les choses, on transforme la question, l'affirmation par de la question. Donc plutôt que de te dire mais non, tu as tort, ou pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Voilà, qu'est-ce qui te fait dire ça? Et je te pose une vraie question. C'est tiens, qu'est-ce qui t'amène à penser que ce dossier, pour toi, c'est pas une bonne idée, ou que cet achat, c'est on pas passe une... du rejet à l'intérêt de l'autre, en fait. Voilà. Absolument. Donc là, on crée le lien. Mais pour ça, il faut que je sois en arrière-plan, dans une curiosité. Juste ça, c'est un mindset, si je puis dire, déjà un peu différent. Qu'est-ce qui se passe quand tu viens? Ça fait 3 fois que je te demande de venir à table, tu ne viens pas, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une vraie question, c'est pas pourquoi tu ne viens pas, c'est qu'est-ce qui se passe? Et j'ai presque envie de dire avec de l'intérêt. Voilà, avec de l'intérêt, de l'empathie, un ton, quoi. Ensuite, j'écoute. Ah, ben, j'étais en train de jouer. Quand tu dis jouer, qu'est-ce que tu fais exactement? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi en plus. Et si on veut être bon, c'est écouter, prendre de l'information, aller chercher de la précision, notamment dans le ressenti de la personne, puisque je rappelle que une personne défend d'abord une expérience. Une expérience qu'elle a vécue. Tu défends, là, qui te fait dire que ça fait 10 fois que tu dis non, machin. Est-ce qu'on peut dire qu'on rentre dans le monde de l'autre, quelque part? Absolument. Parce qu'en fait, il a vécu une expérience qu'on n'a pas vécue, et là, on s'intéresse pour comprendre son monde, en fait. On monte dans ses références, et on s'inquiète à ce qu'il a vécu, ce qu'il vit maintenant. C'est quoi son ressenti, c'est quoi son expérience? Ça, c'est la chose, c'est la marque d'attention la plus grande. Accueillir. Ça ne veut pas dire d'être d'accord, ça veut dire accueillir. Et malheureusement, ça, c'est la technique, ça s'apprend. Et puis enfin, on manifeste une attitude, évidemment, non pas de rejet, mais d'accueil. Donc, on transforme l'affirmation par des questions. On transforme la généralisation par de la précision et on transforme une attitude non verbale, parfois inconsciente, de rejet par une véritable attitude d'accueil. Donc si je suis face à un enfant, au lieu de le regarder d'en haut et de lui dire « mais pourquoi tu fais ça ?» je
m'assois à côté de lui. Je dis, tiens, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es OK pour qu'on en parle? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Ah ben, je sais pas. Quand tu dis que tu sais pas, qu'est-ce qui se passe? Ça peut aider à chercher son ressenti, parce que c'est le meilleur acte d'écoute et de considération. On peut le faire ça avec un... Alors c'est encore plus vrai, dès que c'est émotionnel, c'est plus important, mais nous sommes tous Mais des en êtres réunion émotionnels. aussi, Voilà, ça dans peut l'écoute, c'est partir dans les... pareil. Voilà, dans les... Voilà, donc il y a une grosse différence entre écouter, accueillir, reconnaître et valoriser. Quand je dis valoriser, c'est valoriser l'expression de la personne et être d'accord avec. Je trouve qu'effectivement, dans les conflits, il y a souvent cette notion de être d'accord ou pas d'accord. On peut très bien, effectivement, communiquer et ne pas être d'accord. Absolument. De quoi est-ce que ça nous vient que ça arrive régulièrement? C'est-à-dire que dès que les gens ne sont pas d'accord, ça part Vite en en live. autre boudin. Enfin, Super en fait, parce qu'il y a expression. confusion. Ouais. Très souvent entre des faits et des interprétations, donc on Voilà, se sent donc un attaqué, mélange déjà etc. de vocabulaire. En fait, on fait pas le distinguo, parce que le système nerveux, si je suis pas entraîné à ça, fait pas le distinguo. Tu me dis un truc auquel je suis pas d'accord, je vais te dire, bah non, je suis pas d'accord. Et pourquoi? Parce que je fais pas cette différence entre accueillir ce qui se passe pour toi, ce que tu vis, et le fait d'être d'accord ou non. C'est deux choses différentes. D'accord. Voilà. Mais ça paraît très simple comme ça quand on le dit au micro, mais la réalité, c'est que ça va demander un peu de Beaucoup travail. de travail, Enfin, d'entraînement. beaucoup. En tout cas, en une matinée, déjà, on fait un bon Déjà, on boulot. peut commencer déjà Voilà. à mettre les bases et après Voilà. s'entraîner dans la vie au quotidien Absolument. et de se Il y dire a des maintenant j'ai la techniques, en tout cas, pour méthodologie, ça. j'ai la technique, je vais Voilà. le faire en réunion, je vais le Et faire dans si ma vie j'avais de comme ça un couple. petit conseil comme ça à donner aux personnes, c'est la première chose, priorité numéro un, apprendre à accueillir un point de vue, sans forcément être d'accord, s'entraîner à accueillir, même quand on n'est pas, et d'écouter le ressenti. Voilà. Jusqu'à au fond, est-ce que c'est bien ça que tu vis? Et mon signal, moi, c'est oui, c'est ça. Je prends un exemple, hein, l'enfant est à la caisse, maman, je voudrais une sucette. Ben non. Et tiens, en fait, ce que tu as envie, c'est une sucette, c'est bien ça. Je suis même sûr que tu aurais envie d'autre chose dans ce magasin, mais tu vois, pour cette raison-là, enfin, mais tu vois, aujourd'hui, non. Mais c'est vraiment d'accueillir la réalité. D'accueillir la réalité de la personne, rentrer dans son monde. Et, Je connais rien de plus puissant en termes de considération. et effectivement, la communication, c'est l'écoute, avant Voilà. tout. Il Hein, faut on savoir le que dit ça va assez être régulièrement. compliqué si je ne suis pas d'accord avec la personne, bah, c'est compliqué de le faire. Et encore plus si j'aime la personne et qu'elle est en train de me reprocher des choses que je n'ai pas faites en fait. Il y a une différence énorme entre apprendre à accueillir. Ça, c'est marche numéro 1. La numéro 2, après, ça va être d'orienter sur des solutions, mais ça viendra après. Je voudrais te poser une des dernières questions. J'ai découvert lors de la formation que, effectivement, tu avais été dans cet endroit quand tu étais tout petit, avec une personne qui descendait de Gandhi, en fait, Oui. des enseignements de Gandhi. Absolument. Et quand on parle de communication non violente, Gandhi est l'un des plus Oui, c'est un grand voilà, précurseur. on va dire. précurseur du domaine. Est-ce que tu peux juste nous donner quelques mots là-dessus? Parce que Oui, bien je sûr. pense que par ce biais-là, on comprend mieux l'essence de ce que tu Alors, présentes. Moi, je suis né en 1965. C'est une époque où il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent un peu en mode communautaire pour différentes raisons. Et en fait, il y a un homme qui s'appelle Lanza del Vasto, D'accord. qui est un ancien prince d'ailleurs italien de Sicile, qui décide de partir faire le tour du monde. C'est un chercheur en fait, lui il est philosophe, chercheur un peu de vérité. Et dans son grand voyage, il a écrit énormément de livres, il a passé 2 ans avec Gandhi. Et puis à la fin, Gandhi lui a proposé de rentrer en France pour s'occuper un peu de notre pays, parce qu'il avec la guerre d'Algérie qui commence à se présenter, toutes ces choses. Voilà, bon, donc du coup, Lanza del Vasto arrive, voilà, il commence à faire des conférences un peu partout. Et puis il y a des gens qui se sont rassemblés autour de son message pour en faire pas seulement un message, mais un art de vivre. Donc ils ont commencé à créer une petite communauté près d'Avignon, à Bolène, là où je suis né. Moi, je suis né à la communauté avec 4 mois. Non, c'est faux. Elle était toute récente. Elle était toute récente. Et moi, je suis resté 4 mois et après, ils sont partis sur. C'est là qu'est née vraiment la communauté de manière plus importante sur les plateaux du Larzac. D'accord. Puisqu'à l'époque, ils se mobilisaient beaucoup pour la défense des territoires du Larzac et d'autres choses. Et donc, ils sont allés s'installer là-bas. Ils ont racheté une borie, plus 900 hectares de terrain qu'ils ont payé à l'époque, je me souviens, 9000 francs. À l'époque, ça coûtait rien du tout, mais il y avait de la place. Et ils ont acheté ça en indivision d'ailleurs, ce qui fait qu'on y retourne aujourd'hui encore. Moi, j'ai fait un film sur mon histoire qui est sur mon site internet. D'accord. Tu peux donner le nom, hein, comme ça peut être intéressant pour les auditeurs. Pironnet sur YouTube, vous allez voir, il y a un beau film sur mon histoire et il y a quelques images que j'ai tournées. Je crois il y a 1 an et demi, et les murs n'ont pas bougé d'une pierre, c'est exactement comme à l'époque. Il y a toujours des gens là-bas qui sont en communauté. Donc cette communauté est née là-bas. D'accord.
autour de Lanza del Vasto et puis d'un ensemble de personnes, dont mes parents. Mon père était un des grands leaders des mouvements non violents en France. Et c'est là que, en fait, je pense, les premières grandes démarches de non-violence sous la culture de Gandhi ont démarré. Et puis après, il y a eu de plus en plus de choses qui sont tournées autour de ça. Mais l'art de la non-violence, ce n'est pas l'art de fuir ou d'attaquer. On a tout à fait conscience de la bêtise parfois humaine. Mais au lieu d'y faire face en mettant le nez sur le problème, on est plus dans une quête d'éveil de conscience. C'est-à-dire, au fond, quand tu fais ça, quand tu agis comme ça, c'est quoi la finalité? Et j'ai souvenir de mon père, par exemple, qui a fait face à beaucoup de causes, qui allaient au-devant des CRS et tout ça. Et eux, la démarche, ils étaient formés pour ça, c'est quand les CRS avançaient, eux, ils s'asseyaient. Et puis, dès qu'ils rentraient en contact, toujours, ils rentraient en contact avec la dimension humaine du policier. On va dire, mais en fait, vous, qu'est-ce qui vous anime en fait, dans votre métier, dans cette cause, en fait? Quel est le sens que vous donnez? Et je sais qu'il y a un certain nombre de policiers qui, au regard des questions qui étaient posées, ont, à un moment donné, plus su rester dans leur fonction, parce que tout d'un coup, ils se rendaient compte qu'il y avait comme une incohérence, en fait. Ils ont réussi à leur faire tourner, effectivement. C'est très puissant. Oui, c'est ça, la communication. C'est pas d'opposer en dévalorisant, c'est de prendre en compte la personne là où elle en est dans son niveau de conscience, et d'élever, en fait, à travers sa conscience. Parce qu'il y a une chose que tout homme a, c'est le pire pour un homme, c'est de faire quelque chose qui n'a pas de sens, et pire encore, qui va à l'encontre de sa conscience. À l'encontre de sa conscience. Et l'exemple que tu as donné me fait penser à Nelson Mandela, qui a été emprisonné, et qui, à force de parler aux geôliers qui venaient le voir tous les jours, à force, il arrivait à les convertir, et ils lui ont changé plusieurs fois. Donc c'est un peu la même chose que ce qu'ils ont fait. Parce que Mandela, au départ, c'était un sauvage, hein, faut être clair. Il a changé. Mais tous les grands leaders, même Gandhi, c'était un homme violent. Il frappait sa femme. Quand même, voilà. Et puis un jour, il a été scotché par une attitude de violence qu'il y a eu dans une gare. Et il s'est dit, mais c'est pas possible. Et il a commencé à se dire, et moi, à quoi ça me renvoie, en fait? Et tout d'un coup, dans sa culture, c'était un peu instauré comme une norme qu'un homme batte sa femme. Il s'est dit, mais c'est plus possible. Il s'est dit, voilà, c'est pas aligné avec moi. Ça a été le point de départ d'un changement important. Mais Luther King, ça a été la même chose. C'était d'abord un révolutionnaire. De toute façon, il n'y a pas de grand leader qui soit pas des grands révolutionnaires pour changer les choses. Mais la différence dans ce type de révolutionnaire, c'est que cette révolution, cette rage, parce qu'ils sont animés de beaucoup de colère, eh bien, elle est canalisée dans de la construction. En fait. C'est la grosse différence entre la colère destructrice et la colère qui éveille à la conscience. Et je trouve d'ailleurs étonnant dans ce monde, alors qu'on a ces exemples, quand je vois un peu ces conflits mondiaux, qu'il n'y ait pas plus d'études en fait, de ces phénomènes, parce que Dieu sait que ça nous aiderait tellement. Enfin, bon, après, il y a des enjeux qui sont tellement compliqués que... Oui, c'est ça. Mais les solutions, elles existent. Elles existent. Ce que je retiens de ce que tu... On voit des Gandhi, des Mandela, etc. On est quand même touché par la force de transformation de cette attitude, qui n'est pas une attitude de destruction, mais de co-construction. Et malheureusement, quand des grands leaders l'ont eu, beaucoup sont morts. Ils ont été tous assassinés. Et pas par l'opposition, mais par leurs alliés, leurs propres alliés. Pourquoi? Parce qu'il y a cette difficulté qu'un homme en souffrance vit, c'est que tant qu'il attribue sa souffrance à cause de l'autre, sa raison d'être, c'est de détruire l'autre. Point. Un triangle de Karpman. Et c'est là-dessus que le monde a besoin d'évoluer. Donc ça paraît simple sur une carte ou dit comme ça sur un micro, mais la réalité, c'est que ça demande une sacrée démarche. Ce que je retiens, Paul, de tout ça, c'est que pour nos auditeurs, le changement, c'est possible. Absolument. La communication est une arme non violente, qui peut être une arme non violente. C'est l'art de la croissance. Il n'y a pas de croissance sans communication. Qui a des techniques, dont la PNL, qui permettent ce changement, qui permettent d'évoluer, qui permettent d'aller vers cette non-violence. Et moi, je crois profondément que la communication et la parole peuvent nous permettre justement d'aller vers beaucoup de choses, comme vous savez, les guerres qu'on a en ce moment, et peut-être qui ne sont que le reflet de ce que nous sommes, au passage. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette interview. Je suis sûre qu'elle servira à nos auditeurs. Et à très bientôt. Un grand merci en tout cas pour ce petit moment. Et puis, je salue nos auditeurs et je les invite à continuer de suivre leur étoile, et toi en particulier. Merci. À travers ces podcasts. Merci à tous. Merci. Au revoir. Parler et être écouté. Le podcast qui dévoile les clés d'une parole écoutée et pas qu'entendue.